BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Après quelques jours de congé, je suis très heureux de vous retrouver pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, tous les week-ends. Évidemment, sur toutes les plateformes de podcast, en vidéo sur YouTube, sur 01net.com, sur la chaîne 01 TV et le dimanche sur BFM Business à la radio et à la télé. Avec au menu de ce De quoi je me mêle, eh bien, écoutez, beaucoup d'actu cette semaine, ce qui fait qu'on va avoir 50 minutes d'actu avec nos deux journalistes, nos deux experts que je vous présente dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter pour réagir à tous ces sujets qu'on va évoquer ensemble. Et puis, bien évidemment, la page Facebook qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Un gros club de la presse IT, bien dodu comme on les aime, avec beaucoup d'actu. Et j'accueille cette semaine Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël. Salut François, j'ai cru que tu parlais de moi quand tu disais gros et bien dodu. Je commençais à m'inquiéter. Non, enfin, s'il y en a un qui est un peu gros et bien dodu parmi les trois qui sont dans ce studio, je préfère ne rien dire. Nicolas Lelouch, bonjour. Bonjour, c'était moi ou pas du tout? Mais non, c'est pas toi. Il suffit de regarder Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com et Raphaël Grabli, bien sûr, à BFM Tech. Alors, l'actualité ne s'arrête pas, bien sûr, même dans la tech, beaucoup de choses. Et on va commencer par cette information qui est tout à fait récente, hein. Il faut quand même se remettre dans le contexte. On enregistre ce De quoi je me mêle jeudi matin. Donc, c'est tombé il y a quelques heures, hein, Raphaël, Orange, qui est un peu, on va dire, dans le souci. Panade. Voilà, dans la panade, dans le souci, comme on dit au Québec, avec cette histoire de numéro d'urgence qui n'a pas fonctionné hier. Et ça a posé de gros problèmes, et notamment même visiblement un décès. Oui. Alors un décès, on parle même d'ailleurs de 3 décès, 2 AVC qui auraient malheureusement donné lieu à des décès. En gros, pour résumer, à partir de 18h hier soir, les numéros d'urgence fonctionnaient de façon complètement erratique, de façon aléatoire. Il y avait donc c'est les 15, les 18, 15, tous ces trucs-là. 15, 17, 18 et le 112 pour le numéro européen. Si on passe un appel, en gros, on avait 1 à 2 chances sur 3 que ça n'aboutisse pas. Donc très rapidement... Sur le fixe ou sur le mobile aussi ? Sur tous les canaux, en fait. Sur tous les canaux. Orange a rapidement communiqué en expliquant que le problème venait de chez eux, parce qu'Orange assure une grosse partie, la majeure partie en fait, des appels vers les services d'urgence. A priori, d'après ce qu'on sait, à l'heure actuelle, ça peut évoluer, mais c'est une opération de maintenance donc qui a eu lieu dans un des services d'Orange, notamment un routeur. Alors donc c'est pour assurer les interconnexions entre les opérateurs et aussi pour associer en fait les numéros au bon numéro. En fait, en gros, pour faire simple, quand on appelle le 17, en fait, on appelle un numéro à 10 chiffres. Simplement, il y a un numéro à 10 chiffres. D'ailleurs, le gouvernement a donné ces numéros. Il y avait 400 numéros pour dire aux gens, ne passez plus par le 17, le 15, le 18, appelez directement ce numéro, parce qu'en fait, le rôle de l'opérateur dans ce cas-là, c'est quand moi j'appelle le 17, l'antenne relais sait où je suis, dans quel département, et va rediriger automatiquement vers le bon numéro de police, voilà, qui est au bon endroit, évidemment. Le plus proche. Le plus proche. Il ne va pas me rediriger à l'autre bout de la France. Et c'est cette partie qui a planté. Voilà, qui a planté. Voilà. Et donc, dans une bonne partie des cas, alors c'était une opération de maintenance qui malheureusement s'est mal passée. Oui, c'est des mises à jour de serveurs, voilà, en fait, choses comme ça. C'est un routeur qui a été remis en place, qui était a priori mal configuré, donc qui a un peu, entre guillemets, contaminé tout le réseau. Et pour faire simple, il a fallu débrancher, rebrancher. Sauf que débrancher, rebrancher un réseau comme celui d'Orange, ça prend quelques heures. Et voilà. Donc, a priori... Parce que même les autres opérateurs étaient impactés, parce que la plupart du temps, ils sont connectés à ce que tu disais, à cette passerelle en quelque sorte. Ça passe chez Orange plus de façon indirecte, et donc forcément ça a bloqué. En plus, il y a eu un peu de confusion, parce qu'au début, notamment les comptes Twitter des préfectures ont dit privilégier les lignes fixes, sauf qu'en fait Orange a dit après que non, c'est un problème sur les lignes fixes. Donc au contraire, privilégier le mobile. Ouais. Voilà, il y a eu un peu de confusion. Donc ce qu'on espère, malheureusement, il y a déjà eu ce qu'on appelle des pertes de chance, donc c'est-à-dire des gens qui avaient un problème grave et urgent, qui ont dû appeler, qui n'ont pas pu appeler, donc pas pu être pris en charge et qui en sont décédés, qui en sont morts. Et forcément, ça devient aussi une affaire politique, puisque
Gérald Darmanin a convoqué Stéphane Richard. Gérald le Darmanin qui a qualifié cette situation d'inadmissible. Inacceptable. Donc, c'est assez violent. Hein. On va voir un peu ce qui se passe parce que effectivement, Orange a une mission de service public à assurer. Hein. D'autant que là, c'est très très grave. Alors, hein. il me semble que dans ce cas-là, il y a la mission de service public, mais dans ce cas-là, c'était même carrément un appel d'offres qui a été remporté historiquement par Orange. D'accord. Voilà, j'ai pas eu le temps encore d'avoir toutes les précisions là-dessus. Je suis en train aussi de me renseigner à l'heure qu'il est, mais voilà, a priori, c'est Orange qui est en charge. Mais parce qu'on peut imaginer que ce routage d'appels d'urgence est quelque chose qui est très sensible, parce que bien sûr, il faut que ça marche dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Il doit y avoir des redondances, etc. Et a priori, là, quand on appelait et quand on passait par ce serveur défectueux, ce routeur défectueux, l'appel n'aboutissait pas. Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ? Voilà, oui. Rappelons qu'on enregistre ce De quoi je me mêle le jeudi matin, donc et effectivement, à partir du moment où vous écouterez ce rendez-vous, il y aura sans doute eu des évolutions importantes. Oui, c'est ça, j'allais dire que Raphaël a bien résumé la situation au moment où on en parle, mais après, je pense qu'il va falloir voir comment le gouvernement va faire évoluer les choses à partir de maintenant, parce que c'est bien facile de blâmer Orange, de dire que c'est leur faute, sauf qu'en soi, le service a longtemps marché sans aucun problème, donc une erreur, ça peut arriver. Je ne dis pas, évidemment, que ce n'est pas grave, mais il faut aussi voir si passer l'actu chaude, passer justement l'émotion, on va pas finalement relativiser sur tout ce qui s'est passé. Non, donc, mais t'as raison, Nico, c'est important de rappeler qu'il y a eu des décès. Il y a eu des décès quand même. C'est là où ça peut aller loin quand même. Ça risque d'en entendre parler pendant des mois, voire des années. Bien sûr, je pense qu'il va. Enfin, on risque quand même d'avoir une enquête, etc. Oui, mais alors, je suis d'accord, Nico, il faut rappeler quelque chose. On ne sait pas actuellement s'il y a une faute d'Orange. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Rappeler. Donc voilà, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on va arrêter de parler de ce sujet-là. L'information est vraiment très 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 récente, donc on ne peut pas avoir l'expertise et l'analyse que vous aurez peut-être demain lorsque vous écouterez et regarderez ce De quoi je me mêle. Donc voilà, mais on était obligé d'en parler puisque ça vient d'arriver. Autre actu, alors là on a eu le temps de la digérer quand même, c'est Huawei. Huawei qui digère pas mal de couleuvres depuis un moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Rappelons, Huawei, le géant chinois des télécoms, les smartphones que pendant des années on a adoré, Raphaël, Nicolas, enfin tous les deux vous êtes spécialisés dans les smartphones, c'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Huawei, mais en tout cas pas son innovation dans le monde du smartphone et même dans la 5G. Voilà, les problèmes avec les États-Unis, enfin Nicolas tu peux peut-être revenir sur tout ça pour évidemment annoncer la nouveauté de Oui, bien sûr. Brièvement, Huawei a toujours été l'ennemi des États-Unis parce qu'il était une menace sur les télécoms, sur la 5G, sur justement cette montée en puissance de la tech chinoise. Et en 2019, le gouvernement de Donald Trump avait inscrit Huawei sur liste noire. Et vous savez ce qu'il s'est passé derrière. Huawei n'a plus le droit d'utiliser Android avec les services Google. Huawei s'est effondré en part de marché. On n'en entend d'ailleurs quasiment plus parler en France en ce moment. Il n'y en a pas beaucoup dans les boutiques. C'est d'autres marques qui sont en train de remplacer Huawei petit à petit. Et rapidement, Huawei avait réagi en annonçant qu'il allait lancer son propre système d'exploitation concurrent d'Android pour devenir indépendant des États-Unis. Et la grosse nouveauté, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'HarmonyOS, ce fameux concurrent d'Android, est enfin lancé. Moi je suis assez sceptique, on va pas se mentir, je trouve qu'il y a beaucoup de promesses de la part de Huawei et qu'en réalité ça reste au final la même chose qu'avant, à savoir un Android sans service Google. Donc sur le long terme ça va peut-être changer beaucoup de choses, sauf que là pour l'instant c'est quand même un lancement en demi-teinte. Pour qu'on comprenne bien Raphaël, aujourd'hui on a deux OS, iOS, Android, d'accord, qui Windows n'existe plus, enfin on appelle un duopole. Un duopole. Là, Huawei, l'ambition de Huawei, c'est de lancer un troisième système d'exploitation. C'est comme ça qu'ils communiquent ou pas ? C'est ça. Après, moi, ce que je leur reproche, c'est d'utiliser des arguments qui sont absolument mensongers. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous écoutez Huawei, ils présentent HarmonyOS comme un OS absolument révolutionnaire, qui ne fonctionne pas comme les autres, qui est capable de s'adapter à tous les appareils au monde. En soi, HarmonyOS, c'est un système d'exploitation pour les téléphones, pour les tablettes, pour les télés, mais pour les grille-pains, pour les fours, pour les machines à café. Le but, c'est qu'il y ait un OS universel qui fonctionne partout et qui permette à tous les appareils de communiquer. Si on commence à mettre un OS dans un grille-pain, bonjour les amis. Bon, pourquoi pas, on pourrait régler la température. Enfin, mettre à jour son grille-pain, franchement, j'aurais du mal le matin. Là-dessus, je suis d'accord. Bon, en tout cas, le gros problème de toutes ces annonces, c'est que entre ce que Huawei dit et la réalité, il semble y avoir un fossé. A priori, HarmonyOS, c'est la version open source d'Android avec un nouveau nom.
c'est toutes les personnes qui ont pu l'essayer Oui. sont toutes unanimes là-dessus. Ce qu'on avait déjà en fait oui, sur il y les avait un gros P40. papier d'Ars Technica Exactement. là-dessus. Il y a un gros papier d'Ars Technica C'est un fork d'Android en fait. et on peut installer les APK comme avant. Il y a encore des services, des logiciels de Google qui sont nécessaires au fonctionnement d'Android qui tournent en arrière-plan. Donc, ce qui est dommage, c'est que c'est un point de départ. Peut-être que dans 5 ans, HarmonyOS n'aura rien à voir avec Android, qu'il y aura eu des évolutions, et qu'en effet, on ne sera plus dans un duopole, mais on sera dans un monde avec 3 systèmes d'exploitation. Mais ce que je reproche à Huawei, c'est de ne pas tout simplement dire on part d'une base Android et on va l'améliorer, et de faire croire qu'ils ont inventé un système d'exploitation révolutionnaire, alors que ce n'est pas le cas. Donc on sent que leur communication, elle est un petit peu perdue, qu'eux-mêmes essayent un petit peu d'inventer des arguments pour rassurer, pour montrer qu'ils sont encore capables d'innover, alors qu'en vrai, le futur, il est encore très incertain pour Huawei sur la partie smartphone. Raphaël? Mais là, on parle de la partie technique. Je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, il y a une grosse partie un peu bullshit quand même. Mais même si demain, Huawei faisait HarmonyOS, un super OS magnifique, complètement indépendant d'Android, évidemment d'iOS, le problème, c'est que ce fameux troisième OS, il arriverait, mais en Chine, mais jamais en Europe. Parce que de toute façon, il y a le problème technique et puis il y a le problème juridique. Mais avec n'importe quel OS, de toute façon, un smartphone Huawei ne pourra pas avoir d'appli occidentale en fait. On est d'accord, en tout cas Quand je dis américaine. occidentale, c'est américaine, mais bon, Voilà. Toutes les applis qu'on utilise sont américaines. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir Donc- sur HarmonyOS, Facebook, Twitter. Voilà. En soi, on peut, mais pas sur les magasins d'applications officiels de Huawei. Parce que Donc Huawei on est n'a pas obligé le droit de les gruger Voilà, en quelque exactement. sorte. Et donc là, on se retrouve avec des failles de mais c'est ce sécurité qui existe- importantes. mais c'est ce qui existe déjà actuellement. C'est ce qui est absolument. Donc la situation ne Ouais. changera pas du tout. En fait, ce qui est intéressant pour Huawei, c'est de faire un nouvel OS pour la Chine. Parce que là, il y a peut-être un vrai coup à jouer pour Huawei. Je suis d'accord. Et je pense que le gouvernement chinois va aussi le pousser. Et je pense que s'il faut dire à un moment, si le gouvernement chinois décide qu'on prend le système Huawei, je pense que Oppo, Vivo, etc., ils devront y aller. Donc peut-être que pour la Chine, ça peut être très intéressant. On va se Et retrouver peut-être je suis avec d'accord deux là-dessus. univers. deux univers. Pour moi, c'est un Ce qui est déjà mur de le cas- Berlin. ce qui est déjà le cas aujourd'hui en réalité. Hein. La Ouais. version Android qu'on a sur les téléphones Xiaomi Mais- ou Oppo en France n'a rien à voir Exactement. avec celle qui est proposée en Chine. Mais ça ne changera rien en fait. C'est pas HarmonyOS qui fera revenir les smartphones Huawei en France ou en Europe Je ou aux suis d'accord. États-Unis. Ça ne changera rien. Ils resteront toujours aussi inutilisables. Mmh. Alors inutilisables. Parmi ceux qui nous écoutent, qui sont quand même parmi les plus geeks, Il y a ils sont toujours pas un d'accord moyen. avec Toujours moi, possible. parce Il y a toujours qu'évidemment qu'il y a des moyen, moyens. bien sûr. Mais je parle pour Madame Michu ou Monsieur Mmh. Michu, c'est-à-dire aller vendre ce smartphone sans Facebook, pour faire simple, dans le commerce. C'est juste C'est impossible. clair. Commercialement, c'est pas possible. Mais oui, c'est hyper intéressant pour la Chine, peut-être aussi pour d'autres pays. La Russie notamment qui est pas la friande des Russie, services peut-être Google. l'Inde, peut-être l'Amérique du Sud. Enfin, c'est déjà énorme. Hein. Oui. Donc Huawei, la stratégie est passionnante. Par contre, il faut surtout pas croire que c'est ce qui va permettre de ramener des Huawei en France. Et C'est clair. un truc intéressant sur HarmonyOS, pour le coup, on rigolait tout à l'heure de l'aspect grippin. Moi, je pense que c'est ce qui peut fonctionner parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'appareils connectés qui viennent de Chine, mais qui n'ont pas vraiment de système d'exploitation facile à utiliser, de connexion entre les appareils, que je serais pas étonné que toutes les télés chinoises, que tous les petits objets chinois que vous pourrez acheter dans le futur tournent sous ce fameux HarmonyOS. Donc, moi, je pense pas que ce soit une mauvaise annonce. Je pense que Huawei est vraiment en train d'aller sur le logiciel et c'est une bonne chose. Ils ont d'ailleurs l'ambition de devenir un géant du logiciel et de concurrencer les États-Unis là-dessus. Mais par contre, sur le smartphone, je suis assez inquiet, même si ils vont le déployer sur plein d'appareils. En soi, ça reste un Android open source et ça reste sans service Google. Et concrètement, l'ergonomie, enfin, je veux dire, on a vu des images là Oui. d'HarmonyOS. C'est Android, quoi. Ça ressemble un peu à alors, Android. ça Et ressemble- parfois, ça ressemble un peu à C'est iOS. ça, C'est ce que j'allais aussi. dire, Ouais. c'est qu'en soi, ils n'ont pas tellement innové. Après, on peut leur reprocher. Ils ont pris ce qui marchait sur Android, Mais oui, à bien savoir sûr. pas tout d'Android. Et sur iOS, ils ont récupéré le centre de contrôle, ils ont récupéré quelques fonctions, notamment écosystème, à savoir la possibilité d'interagir entre son téléphone et son ordinateur plus facilement, tout ça. Donc, c'est pas vraiment une révolution. J'ai beaucoup aimé, ils ont passé 10 minutes à nous raconter comment sur l'écran d'accueil, ils ont l'idée d'ajouter des widgets carrés qui sont les mêmes que sur iOS en réalité. Non, mais en Donc, fait, ils ont toutes les. Enfin, à un moment, ils ont dit on peut contrôler sa télé à distance. Enfin, je sais Ouais. plus, enfin, ils ont présenté le centre de contrôle, quoi. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont présenté tout ce qu'on connaît depuis 10 ans comme une nouveauté. Donc c'était 100% marketing et 100% bullshit. Mais C'est ça. n'empêche que, oui, il faut suivre quand même ce que ça va devenir dans les. Est-ce qu'ils ont prochaines annoncé un assistant vocal
mondial, quelque chose comme ça. Il y en avait déjà un qui s'appelle Celia, qui ne marche pas bien du tout d'ailleurs. J'ai déjà essayé de parler à Celia, c'est assez rigolo. Il dit désolé, je ne comprends pas ce que vous dites avec une voix accélérée tout le temps. Alors on lui dit quelle heure est-il, il dit désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Je vous jure que c'est vrai, j'ai des vidéos tests qui peuvent le prouver sur 01net. Mais non, c'est normal, c'est pas facile quand on est un géant du hardware de faire un pivot logiciel, surtout quand il est forcé. C'était pas Huawei qui voulait aller là-dessus. Il faut des années. Exactement, ça va prendre du temps. Et je pense que le pari va être réussi parce qu'ils ont l'appui de la Chine, que la Chine est en train de devenir de plus en plus puissante sur les nouvelles technologies. Et je vois pas pourquoi la Chine aurait envie de dépendre de Windows et d'Android. Elle a tout intérêt à avoir son propre système d'exploitation. Mais si on doit le juger à l'instant T, c'est vraiment juste une copie d'Android et il y a rien. Je sais pas si on l'utilisera un jour. Je suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup, massivement. Peut-être que Nicolas l'utilisera une fois pour dire j'ai touché un smartphone avec Harmony OS. Tout va bien dans les prochaines heures d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense pas que les téléphones et les tablettes en Europe soient vraiment sous Harmony OS. Est-ce que Huawei continue en fait la sortie régulière de ses smartphones? On en est au P40. Est-ce qu'on aura un P50 ou est-ce que finalement, avec tout ce qui se passe, ils ralentissent sur la cadence des sorties des smartphones? Alors, on aura un P50. Il y avait des rumeurs depuis plusieurs mois. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, la gamme P, elle annonçait vers mars, vers avril. Oui. On est en juin. Toujours pas de gamme P. Sauf que hier, à la conférence, justement, mercredi soir, lors de la conférence dédiée à Harmony OS, ils ont publié la première image officielle du P50 avec une vidéo d'introduction qui montre, je sais pas si on l'a actuellement à l'antenne, mais on voit un double module caméra très bizarre. Mais on sent que Huawei a une nouvelle fois envie de faire du bien à la photo en essayant de changer les choses. Et ce qui a été dit, c'est qu'en raison de ce qu'il se passe actuellement, donc vous êtes au courant, nous avons du retard et nous ne pouvons pas vous dire quand est-ce qu'il sortira. Je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que c'est la pénurie de composants? Est-ce que c'est la situation avec les États-Unis? Est-ce que c'est le déploiement d'Harmony OS? Mais dans tous les cas, un P50 va arriver avec du retard. Et j'imagine que pour une fois, le lancement ne sera pas en France et que ça sera plutôt vraiment axé Chine parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire un gros lancement européen parce que l'Europe est un petit peu. Il a un double module de caméra à l'arrière. C'est assez imposant. Oui, c'est très, très bizarre. Mais Toujours avec Leica, visiblement? Toujours avec Leica. Mais a priori, ils sont sur le point de une nouvelle fois révolutionner le zoom avec un coefficient d'agrandissement record et surtout sur les autres capteurs, ils pourraient faire des choses assez intéressantes. Quel gâchis, tout ça, c'est incroyable. En 2 ans, Huawei a été complètement sorti du Ce qui est dommage pour les amateurs de smartphones. Bien sûr, franchement, les smartphones Huawei, c'est quand même des merveilles en technologie. Mais c'est dommage pour tout, même pour la concurrence en fait. Parce que même pour la concurrence. Même en fait, Huawei stimulait les autres, stimulait à bousculer Samsung, peut-être même un peu Apple finalement, parce que c'est vraiment dommage. Après, il y a Oppo en France qui quand même fait des choses très intéressantes. Qui est en train de reprendre le flambeau. Je pense qu'ils reprennent le flambeau et ils vont faire des choses très intéressantes, mais c'est vrai qu'on regrette quand même de ne plus avoir de smartphone Huawei utilisable. Autre géant, c'est Xiaomi, qui, cette semaine aussi, en a profité pour annoncer quelques petites nouveautés. Oui, Xiaomi qui profite bien de cette crise avec Huawei. D'ailleurs, ils sont en train d'exploser dans les ventes, ils doublent tous les ans. Alors eux, je pense qu'ils sont très contents, d'autant plus que Donald Trump avait tenté de les bannir à la fin de son mandat, et que finalement, la justice américaine a dit non, ils n'ont rien à faire sur une liste noire. Ils ont été totalement blanchis. Ils ont été blanchis et ils peuvent continuer à vivre leur vie, donc tant mieux pour eux. Et d'ailleurs, ils vivent leur vie avec beaucoup d'imagination, puisqu'ils ont annoncé cette semaine un chargeur d'une puissance de 200 watts. Dites-vous qu'aujourd'hui, le plus puissant qu'on a sur le marché, c'est 67 watts. Donc, c'est quand même 3 fois plus, quasiment. Ce chargeur, il a une particularité. Il peut recharger un téléphone avec une batterie de 4000 mAh en 8 minutes. Donc, de 0 à 100% en 8 minutes, de 0 à 50% en 3 minutes. Fonction barbecue intégrée, bien sûr. Forcément, on met un œuf dessus, c'est bon. Je pense que ça peut avoir aussi un effet comme ça. Bon, bref, c'est assez impressionnant. Il y a toujours les limites dans ce genre d'annonce, c'est bien beau de montrer un chargeur de 200 watts, quand est-ce qu'ils pourront le commercialiser avec la certitude que ça ne va pas faire exploser les téléphones. Ils ont déjà annoncé il y a un an un chargeur de 120 watts, Xiaomi, on ne l'a toujours pas vu. Donc c'est la preuve qu'il faut quand même être prudent sur ce genre de marché. Maintenant, dans tous les cas, on y va. On se dirige complètement vers de la recharge en moins de 10 minutes et je me demande moi les conséquences que ça va avoir sur toute l'économie justement des batteries externes ou l'économie justement des boîtes qui veulent créer, vous savez, des casiers de recharge dans les supermarchés, tout ça. Parce que évidemment elles sont plus du tout au niveau, quoi. Disons qu'il suffit d'avoir un chargeur dans son sac, on se branche à une prise dès qu'on en trouve une, on attend 3 minutes et ça y est, on est reparti pour la journée. Donc ça pourrait, mine de rien, derrière l'aspect anecdotique et amusant, être une petite révolution. Après, il faut un peu se méfier parce que c'est vrai
vrai qu'entre le moment où ils présentent quelque chose et le moment où ça arrive dans un mobile, il se passe un petit moment quand même. Mais j'ai remarqué quand même que les fabricants chinois, c'était un argument très très fort, la vitesse de charge, beaucoup plus que chez Apple ou chez Samsung. Moi, je me souviens que Oppo avait présenté, je pense que c'était au Mobile World Congress 2016, le SuperVOOC. Oui, le SuperVOOC. Et ils avaient fait une conférence, j'ai été, c'était très sympa parce qu'il avait fait un discours de 15 minutes, il branchait son téléphone et à la fin du discours, le téléphone était chargé à 100%. Ouais, mais encore une fois, ça, on l'a vu arriver quand même, on l'a attendu longtemps, le SuperVOOC, et encore aujourd'hui, les Oppo, je suis pas sûr qu'ils chargent en 15 minutes. Alors, record 33 minutes. Voilà, mais en 2016, ils annonçaient une charge en 15 minutes, on est en 2021 et ça charge en 33 minutes. Alors c'est déjà super, mais voilà, faut quand même faire la différence entre. Oui, il y a une latence entre les annonces et ce qui arrive vraiment. Mais à la limite, c'est pas très grave parce qu'on va dans cette direction et c'est vrai que de toute façon, et ça, c'est aussi la capacité d'innovation sur les batteries. On voit à quel point c'est compliqué. On se souvient évidemment du Note 7. Et après, il y a aussi quelque chose, c'est que les marques chinoises ont beaucoup de références. Donc lancer un smartphone avec une batterie en ayant peut-être une petite incertitude, c'est possible quand c'est du côté de chez Samsung ou d'Apple, où on a un modèle qu'on doit jouer sur des millions d'exemplaires. On ne peut pas se louper sur ce genre de choses, ce qui explique à mon avis le dynamisme des marques chinoises qui ont beaucoup plus de références et qui peuvent faire des tentatives comme ça aussi. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que ça va à l'encontre de la tendance de certains constructeurs qui enlèvent les chargeurs. Samsung, Apple. Oui. Et là, on est dans une autre posture, c'est-à-dire que finalement, il faut qu'on change de chargeur, parce qu'autrement, on ne bénéficie pas de toutes ces technologies. Ils sont inclus dans la boîte, c'est l'offre. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer quand Apple va vouloir, par exemple, proposer un nouvel iPhone qui va se recharger, alors peut-être pas en 5 minutes, mais en un quart d'heure. Ils vont être obligés de rajouter un nouveau chargeur, en fait. De le vendre, ils peuvent le vendre. Ils vont le vendre. Mais oui, c'est vrai. Derrière, mais que je suis bête. Non, mais sérieux. Je sais pas comment tu peux penser ça. Évidemment qu'ils vont le vendre. Ça va être, je sais pas, le chargeur de l'iPad, je sais pas combien il coûte, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros aujourd'hui, entre 20 et 30 euros chez Apple. Avec la prise et tout. Ah non, il n'y a pas de câble, il n'y a que la prise. Ah non, on est d'accord. En fait, le chargeur de l'iPad. T'as pas la boîte, la boîte coûte 40 euros qui emballe le truc. Non, mais Apple le propose, mais ça sera une option. Mais ça brouille un peu le message, quoi. Ça brouille un peu le message. Je pense, moi, que les marques historiques, Apple et Samsung, sont en train de faire une erreur sur ce marché. Peut-être qu'elles le prennent au sérieux en recherche, mais le fait de dire qu'ils restent sur des recharges d'1 heure et demie, alors que derrière, on voit que le marché, il évolue, ça donne l'impression que l'innovation, elle se passe du côté de la Chine. Et je pense que c'est pas bon. Après, ça va pas impacter leur vente parce que voilà, ça reste Apple et Samsung, ils sont très puissants. Mais si dans le futur, on se retrouve avec tous les téléphones chinois qui chargent en 10 minutes et les Samsung et Apple qui chargent en 2 heures, là, ça va peut-être se retourner contre eux. Donc, va falloir surveiller ça. Et j'ose espérer que côté recherche et développement, Apple et Samsung sont tous les deux capables d'aller aussi vite que Xiaomi. Puis Apple, par exemple, joue beaucoup sur la charge sans fil, notamment avec la partie magnétique auto de l'iPhone. Or, la charge sans fil, c'est forcément moins rapide. Alors, je vais te dire un argument qui va dans l'autre sens. Xiaomi a aussi annoncé un chargeur sans fil de 120 watts qui recharge en 15 minutes intégralement cette semaine. Ouais, après tu touches, il y a un ventilateur dans le chargeur, il y a ce genre de truc. Mais ça te brouille le Wi-Fi à 10 km à la ronde. L'argument de la recharge sans fil, je le défendais aussi pendant longtemps, mais c'est en train de changer. C'est plus difficile de faire charger un smartphone rapidement avec un chargeur sans fil. Les électrosensibles vont être ravis. Ah oui, ils vont être contents, ouais. Ça, je fais leur appartement, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. À côté, le Linky, c'est un truc hyper écolo, quoi. Ah oui. Là, on est vraiment de l'autre côté du truc. Un mot aussi, avant de marquer une petite pause et de revenir, un mot aussi sur un sujet qui effraie tous les acteurs du smartphone reconditionné. C'est ce spectre de la taxe copie privée qui pourrait arriver, en tout cas qui est discuté actuellement de manière très sérieuse sur les smartphones reconditionnés. Peut-être réexpliquer ce que c'est d'abord et après enchaîner sur ce qui va se passer. Qui veut commencer ? Je fais une brève introduction, je laisserai Raphaël continuer. Oui, la copie privée, c'est une vieille loi qui date de 1985. À l'époque, en fait, l'idée, si j'ai bien compris, Raphaël, je pense qu'il est beaucoup plus sur ce sujet en ce moment que moi, mais il peut me contredire si je me trompe. Si j'ai bien compris, à l'époque, c'était pour rémunérer les artistes dans l'hypothèse où, par exemple, vous enregistreriez à la télévision sur une VHS un programme, parce que vu que vous le possédez comme ça de manière illégale, entre guillemets, il faut bien que ce soit... C'était les cassettes audio. C'était les cassettes audio le point de départ. 1985. Okay, bah voilà. Bon, c'est... Ouais.
l'idée, c'était d'avoir une seconde rémunération pour les artistes, pour les gens qui allaient détourner en fait une œuvre originale. T'as réussi à caler cassette VHS quand même, hein, dans De quoi je me mêle. Bravo, pas mal, hein. C'était un défi avec des potes ou quoi? Non, même pas. J'aurais pu, mais la prochaine fois, j'y penserai. Tu penses pas? Non, mais tout ça pour dire que c'est une loi qui a peut-être vieilli très étrangement et qui aujourd'hui taxe un petit peu tout l'électronique avec, sur la base de la capacité de stockage. Et aujourd'hui, quand vous achetez un smartphone, il y a justement cette taxe. On prélève une vingtaine, une trentaine d'euros sur le téléphone. C'est pas anodin quand même. Hein. Non, je crois que ça monte pour un smartphone jusqu'à 14 euros. 14 euros maxi. Pour les plus de 64 c'est plafonné, gigas. Ça dépend du Je crois que stockage. c'est 12 pour les 32. Et c'est techniquement pour rémunérer la culture, pour rémunérer les artistes, dans l'hypothèse où vous auriez un enregistrement de musique, d'une vidéo sur votre téléphone. Entre-temps, on en reparlera dans quelques secondes, je pense. Le marché a quand même évolué, le streaming est dominant, donc on peut se poser la question de la copie privée. Oui, de la pertinence toujours de cette taxe. Et là aujourd'hui, il y a un gros débat sur faut-il taxer ou non les smartphones reconditionnés, dans le sens où, comme ils sont reconditionnés, quelqu'un les a déjà achetés il y a plusieurs années certainement, et donc quelqu'un a déjà payé la copie privée, donc doit-on la faire payer une seconde fois ? Et c'est ce que veulent évidemment les ayants droit. Et oui, bien sûr. Alors en fait, il y a une loi qui doit passer, qui doit exonérer les smartphones reconditionnés de cette redevance. Il y a un lobbying énorme, il y a même eu une tribune dans le JDD avec des centaines d'artistes, d'ayants droit, etc. Oui, c'est parce que ça, c'est la bataille des lobbies, là. Hein. D'un côté, il y a tous les acteurs du reconditionné, mais qui sont vent debout. Hein. Je peux vous dire, dans Tech & Co, j'en reçois quelques-uns, ils sont vraiment remontés comme des pendules. Et de l'autre côté, évidemment, les artistes qui défendent leur bout de gras, en quelque sorte. Déjà, la redevance pour copie privée, donc c'était pour quand on fait une copie sur un support numérique d'œuvres d'art chez soi, donc de la musique notamment. Là, avec un smartphone, on taxe un produit, ça veut dire, mais sans savoir ce qu'on va vraiment faire. Donc on paye une redevance qu'on utilise ou pas pour écouter de la musique. On paye donc 14 € pour un smartphone de 64 gigas. Alors qu'on soit particulier ou professionnel, on va la payer d'avance. Et normalement, ça ne concerne pas les professionnels qui peuvent se faire rembourser. Le problème, c'est que pour les professionnels, c'est le parcours du combattant. Et donc, au global, là, ce qui se passerait, c'est qu'on repayerait une deuxième fois. Alors, il y aurait une décote pour le reconditionner. Je crois que c'est divisé par deux. Hein. C'est moins 40%, mais du coup, ça fait quand même 8,40 € pour un smartphone. En gros, un smartphone de 64 Go qui serait vendu en reconditionné, si on compte les deux, ça fait 14 plus 8, 40. Donc rapporterait, en fait, 28, aux artistes. Exactement. 14 et 8, ça fait 26, 40. 22, 14 et 8, 40, non C'est ça, oui, 14 et 8, 22. On fait des maths, très bon, on calcule. On s'entraîne. Bref, et en gros, donc c'est quand même une somme non négligeable. Et ce qu'il faut rappeler, pourquoi à ce point-là, les ayants droit veulent absolument taxer ça, le smartphone reconditionné, c'est parce qu'en fait, le smartphone en global, ça représente 70% de la copie privée, et cette copie privée, ça représente 270 millions par an pour les ayants droit. C'est absolument monumental. Simplement, donc je parlais des professionnels, ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc les professionnels, ils ont perçu 57 millions pour les professionnels qui sont... ils l'ont perçu indûment puisqu'ils doivent rembourser les professionnels. Or, ils n'en ont remboursé que pour 500 000 €. Donc ça veut dire qu'il y a 56,5 millions d'euros qui ont été perçus indûment comme ça. Parce que les systèmes de remboursement ne sont pas au point pour les professionnels. Donc c'est quand même... c'est un peu opaque, tout ça. C'est une belle taxe, faut le dire. C'est complètement opaque. La commission copie privée qui décide des barèmes, déjà la moitié, c'est des ayants droit. Donc autant dire... Oui, autant. Voilà. Oui. Donc il y a aucune... la bataille est gagnée, on va dire. Donc par contre, la loi est quand même bien partie pour exonérer les smartphones reconditionnés. Donc on saura... Ah bon ? À ton avis, ça va pas passer ? Si, alors non, en fait, a priori, la loi qui est voulue par la majorité va exonérer les smartphones reconditionnés. En fait, là, ils ont sorti un nouveau barème pour dire on l'applique, mais si ça se trouve, ce barème va être caduc. D'accord. Si la loi passe, il ne sera pas appliqué. Mais visiblement, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a deux camps dans le gouvernement. Il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Il y a le ministère de la Culture qui défend son bout de pain. Et voilà. Et il y a le ministère du numérique. Du numérique qui défend aussi on va dire les reconditionneurs, comme on dit. Exactement. Mais si on revient dans un instant, la suite de quoi je me mêle dans une minute, vous restez là. Ce fameux portefeuille numérique européen, on en parle. Qu'est-ce que c'est ? Un point aussi sur Tous Anti-Covid Carnet, qui va être la mise à jour de Tous Anti-Covid. Et on a pas mal de choses aussi à évoquer du côté de WhatsApp. À tout de suite donc pour la suite de quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.